Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur la migraine chez l'enfant présentée par Dr. Anne Berry, neuropédiatre. Je vous souhaite la bienvenue au nom de Migraine Québec. Donc, merci à nos partenaires Avi Lundbeck et Ella et Lily qui rendent la réalisation de ce webinaire possible. Alors, sans plus tarder, je vais souhaiter la bienvenue à Dr. Bernier et je vais lui céder la parole et la laisser se présenter. Merci beaucoup. À plus tard. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Dr. Anne Bernier, je suis neuropédiatre. En fait, ça me fait plaisir de vous parler de la migraine chez l'enfant et l'adolescent ce matin. La migraine, c'est vraiment une condition que je vois beaucoup personnellement en clinique. Là. Donc, tous les jours, plusieurs fois par jour, je vais voir des enfants qui ont des migraines. Et je vous dirais que quand j'ai terminé ma formation en 2018, donc moi, je travaille depuis 2018 comme neuropédiatre, malgré que c'est une formation excellente là, à Sainte-Justine de neuropédiatrie, il reste que je trouvais que j'étais peut-être pas outillée autant que je l'aurais voulu pour prendre en charge la migraine chez mes patients. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus et c'est dans ce contexte que je viens vous parler là, ce matin. Donc, dans les dernières années, je m'implique à l'éducation des médecins qui sont en formation sur la migraine et des médecins déjà en pratique aussi. Puis, dans les derniers mois, plus avec Migraine Québec, là. Moi, je travaille à différents endroits, donc à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, l'hôpital Sainte-Justine et aussi, en fait, surtout en bureau à l'extérieur de l'hôpital, à la clinique médicale Angus, qui me permet de voir là, beaucoup mes patients avec migraine à cet endroit. Et je suis aussi au département de neurosciences de l'Université de Montréal. En fait, si on revient à la collaboration avec Migraine Québec, je voulais juste vous mentionner avant de commencer plus la présentation qu'on est en fait en train de mettre en place une boîte à outils avec Migraine Québec qui sera disponible dans les prochains mois et puis qui va un peu résumer le contenu là, de la présentation d'aujourd'hui. Donc, c'est une boîte à outils au sujet des migraines chez l'enfant et l'adolescent que je mets en place avec Maryse Loranger, qui est une bénévole pour Migraine Québec. Elle est kinésiologue, elle a déjà fait plusieurs documents qui sont disponibles. Donc, on vous fera savoir quand le document sera prêt, puis on peut le voir un peu comme une révision, je dirais, du contenu que vous allez voir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va passer à peu près 60 minutes ensemble. Moi, je vais parler pendant 40-45 minutes, puis comme on a dit, il y aura la période là, de questions à la fin. Mais peut-être avant de commencer encore, je vais avoir des questions pour vous tout au long de la présentation, juste pour rendre ça un petit peu plus dynamique, m'assurer que vous êtes toujours présents, réveillés. Donc, en fait, les premières questions, c'est pour savoir un peu à qui on s'adresse ce matin. Donc, on se demandait un peu, est-ce que vous êtes plutôt des parents de jeunes enfants, des parents d'adolescents? Donc, là, vous avez l'âge de votre enfant ou peut-être que vous avez plusieurs enfants qui ont la migraine aussi. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, on voulait savoir, est-ce que ce matin, je m'adresse à des gens qui connaissent déjà bien la migraine, qui ont déjà leur bagage parce qu'ils souffrent eux-mêmes de migraine, ou est-ce que pour vous, c'est peut-être plus nouveau? Donc, OK, ben, ça semble assez bien distribué. Fait que surtout des enfants comme on pourrait s'attendre, là, de 5 à 12 et plus de 12 ans. Puis vous êtes quand même beaucoup à souffrir de migraine vous-même. OK. Ben, c'est sûr qu'on s'adresse au public de Migraine Québec un peu, donc on s'y attendait, là, on voulait voir. Fait que je parle à un public déjà d'initié un petit peu. OK, donc moi, aujourd'hui, ce que j'ai prévu, c'est diviser la présentation en 4 grandes sections. Donc, au début, on va parler de comment on reconnaît la migraine chez l'enfant et l'adolescent, comment on l'explique, comment on fait pour aider un enfant ou ado là, qui a la migraine, puis comment on arrive à les prévenir. Donc, premièrement, la migraine chez l'enfant et l'adolescent, est-ce que ça se peut? Bon, là, on en parle ce matin, je pense que vous devinez que oui, mais est-ce qu'il y a peut-être une limite d'âge à laquelle vous pouvez penser? Fait que j'avais déjà un autre vrai ou faux pour vous. Donc, en fait, si je vous propose l'affirmation suivante, là, il est impossible de souffrir de migraine avant l'âge de 5 ans. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? Est-ce qu'un jeune enfant de 1 ou 2 ans peut souffrir de migraine ou non? Donc, il y a une certaine proportion qui ont dit vrai. La majorité, vous dites faux. OK, parfait. Donc, la majorité, vous dites que ce serait possible, dans le fond, de souffrir de migraine à l'âge de 5 ans. Donc, oui, vous avez raison.
Donc, la migraine, ça peut commencer en fait à tout âge. Ici, ce que je vous présente à gauche, là, c'est une étude qu'ils ont fait aux États-Unis où ils ont sondé 40 000 personnes pour savoir s'ils avaient la migraine ou pas. Puis ce que vous voyez, le petit encadré plutôt en jaune-vert, c'est la population pédiatrique. Et vous pouvez voir que en fait, à partir de l'âge de 5 à 10 ans, là, c'est déjà là qu'on commence à en voir plus. Donc, en général, il y a 60% des enfants qui se plaignent de maux de tête fréquents. Ça, c'est quand on parle de n'importe quel type de mal de tête. Et puis, à partir de l'âge de 10 ans, je vous dirais qu'il y a, en fait, pas je vous dirais, c'est dans les études, ça montre qu'il y a à peu près 5% des enfants qui ont des migraines. Puis, une autre façon de voir ça, c'est que ça équivaut à un enfant par classe à partir de la 4e année, parce que 5%, c'est une personne sur 20. Donc, c'est juste pour montrer que c'est quelque chose d'assez commun. Puis, à la fin de l'adolescence, si vous voyez un petit peu sur le graphique là, ici, c'est que c'est à peu près 15% des gens qui ont des migraines et c'est là qu'on commence à voir la différence entre les sexes. Donc, les très jeunes enfants, les filles et les garçons sont autant atteints, mais à partir de l'adolescence, là, les filles deviennent 2 à 3 fois plus atteintes de la migraine. Donc oui, ça se peut. Quand est-ce qu'on doit la suspecter maintenant? J'avais peut-être envie en premier parler juste de la migraine en général. Donc, en fait, en médecine, on a des critères pour classifier les maux de tête en général. Okay? Ça s'appelle la International Headache Society Classification que vous avez ici, donc la Société internationale des maux de tête, disons, fait une classification à toutes les années. Donc, c'est des comités d'experts qui se réunissent pour réviser les études et vérifier si les critères qu'on a déjà établis sont les bons. Puis là, on est à la 3e classification maintenant. Puis si je vous passe rapidement les critères pour la migraine, juste pour s'assurer qu'on parle tous de la même chose là, quand on dit migraine. Donc, ça doit être des épisodes récurrents, plusieurs épisodes qui reviennent dans le temps, qui ont une certaine durée de 4 à 72 heures, puis qui sont caractérisés par un mal de tête assez sévère, qui est souvent localisé d'un seul côté, qui est pulsatile. Donc, les gens vont décrire des coups de marteau, un battement de cœur à l'intérieur de la tête et qui devient pire à l'activité physique de routine. Donc, marcher, monter des escaliers peut empirer le mal de tête. Et ce n'est pas qu'un mal de tête, ça c'est important aussi par rapport à la migraine. Donc, il y a habituellement d'autres symptômes associés, donc une sensibilité à la lumière et au bruit, puis des nausées, des vomissements. Il y a toujours le petit critère il ne faut pas que ce soit mieux expliqué par autre chose, juste dans le sens où on doit aussi garder en tête d'aller vérifier d'autres symptômes pour s'assurer que ce n'est pas une autre condition. Puis, je trouvais que ça valait la peine de faire juste un petit survol de la céphalée de tension aussi. Ça, c'est un autre mal de tête qui est très fréquent. En fait, c'est probablement ce qu'il y a de plus commun. Et dans les études, souvent, on rapporte une prévalence autour de 30 à 80% des gens qui ont des céphalées de tension. Personnellement, je pense que ça doit être 100%, là, dans le sens où c'est difficile juste d'aller rechercher ça dans les études, mais la plupart des gens, probablement, de temps en temps, ont des céphalées de tension. Donc, c'est les maux de tête qui ont une durée plus variable, de 30 minutes à 7 jours, qui sont caractérisés plutôt par une localisation diffuse là, des deux côtés au lieu de la localisation unilatérale de la migraine, qui serre la tête. Donc, les gens vont décrire un bandeau qui serre la tête souvent. Puis, ils sont plus légers, ils ne sont pas aggravés nécessairement par l'activité physique et on n'a pas de nausées, vomissements ni de sensibilité à la lumière ou au son. Donc, c'est important d'en parler, de faire la distinction, je trouve, parce que c'est très commun. Et donc, comme c'est très commun, les gens qui ont la migraine vont aussi avoir ce type de mal de tête-là. Par contre, habituellement, on suggère de le traiter différemment du mal de tête de la migraine parce qu'il a quand même habituellement moins d'impact et on veut essayer de limiter la prise de médicaments. Par exemple, en migraine, on va en reparler. Donc, ces maux de tête-là, on les gère un petit peu différemment. Et chez un jeune enfant, ça peut être difficile de faire la distinction, mais en allant rechercher un peu les critères, on peut y arriver. Donc voilà, juste le petit aparté sur la céphalée de tension. Si on revient plus au sujet général, là, comment on le reconnaît chez un jeune enfant? Bien, il y a quelques différences par rapport aux critères que je viens de vous mentionner. Donc, typiquement, la durée est plus courte chez les enfants. Donc, dans les critères que je vous ai mentionnés, ils spécifient 2 heures, mais même en clinique, on voit des enfants qui ont des migraines qui durent seulement 1 heure. On ne sait pas exactement pourquoi. Une hypothèse, ce serait que
les enfants ont tendance à faire des siestes plus facilement et ça, le repos, le sommeil, en fait, ça aide beaucoup la migraine. Les jeunes enfants qui ont des migraines, leur localisation est plus souvent bilatérale. C'est rare qu'ils vont vraiment mentionner le mal de tête d'un seul côté, là. Donc, ça ne doit pas être quelque chose qui exclut le diagnostic. Et ils ont par contre davantage de nausées et de vomissements. Donc, en général, je dirais les enfants sont un petit peu plus sensibles à ça. Donc, on peut tous penser à des enfants qui, quand ils sont stressés, vont se mettre à vomir. Quand ils sont malades, dès qu'ils sont malades, ils vomissent. Puis, on voit un petit peu moins ça chez les adultes. Donc, chez un enfant, la migraine, ça fait déjà des nausées et vomissements, donc c'est souvent plus intense. Là, chez des jeunes enfants, ils peuvent passer, par exemple, toute une nuit à vomir à cause d'une migraine. Puis, on n'aura pas le temps d'en parler beaucoup aujourd'hui, mais il y a aussi une autre chose qui est particulière beaucoup aux enfants, là, c'est la notion d'équivalent migraineux. Donc, les équivalents migraineux, c'est des syndromes épisodiques, donc qui se présentent par épisodes répétés dans le temps, qu'on pense qu'ils sont associés à la migraine parce que soit les enfants qui ont ça développent des migraines plus classiques plus tard, on a remarqué, ou ils viennent de familles où il y a beaucoup de migraines, ou encore quand on regarde les mécanismes de comment ça fonctionne, ces syndromes-là, ça ressemble à ce qui est la migraine. Mais on en reconnaît 4 grands syndromes, là. Donc, il y a le torticolis paroxystique bénin. Ça, c'est en fait des jeunes bébés qui ont un torticolis, donc une déviation de la tête, mais sans que ce soit expliqué par autre chose et ça se présente par épisode. Donc, des fois, c'est présent, des fois, ça revient à la normale, puis des fois, ça va être présent, mais de l'autre côté, par exemple, la déviation de la tête. Et il y a souvent un malaise associé à ça. Il y a aussi des vertiges qui peuvent se présenter par épisode, des vomissements sans vraiment le mal de tête, puis des migraines abdominales qui sont donc des douleurs similaires à ce qu'on voit à la douleur au niveau de la tête dans la migraine, mais la douleur est localisée à l'abdomen. Et donc, c'est tout un autre sujet, là, on pourrait en parler longtemps, mais je voulais juste vous en glisser quelques mots. Donc, la migraine chez l'enfant, des fois, le défi, c'est plus que l'enfant nous en parle. Donc, des petites stratégies pour faciliter ça, ce serait en premier, croire l'enfant quand il vous parle des maux de tête. OK, ça peut avoir l'air un peu spécial dit comme ça, mais ça arrive des fois, puis je pense que ça va arriver à tout parent, là, des fois, de minimiser un petit peu les symptômes de l'enfant au début parce qu'on se dit, bon, ben, est-ce qu'il y a vraiment mal? Est-ce que c'est plus pour l'attention, pour éviter quelque chose? Mais si on fait ça à répétition, c'est sûr que des fois, après ça, les enfants vont avoir tendance à ne pas se sentir en confiance de nommer leurs symptômes. Donc, je pense que ce qui semble être le mieux de mon point de vue, c'est plutôt d'essayer d'emblée croire que c'est vrai ce que l'enfant dit, puis essayer un peu de détailler ce que c'est. Donc, poser des questions, où ça fait mal. Des fois, les jeunes enfants ne peuvent même pas localiser à la tête. Mais si on demande de pointer avec un doigt seulement, plutôt qu'avec des mots, des fois, ça peut aider. Qu'est-ce que ça fait comme douleur et tout. Puis des fois, faire dessiner l'enfant va aider aussi. Donc ça, c'est un petit dessin intéressant, là, une étude où ils ont fait dessiner des patients qui venaient à la clinique pour des maux de tête. Puis comme ça, on arrivait des fois à différencier entre des migraines et des céphalées de tension. Donc là, vous voyez le caractère pulsatif de la migraine avec les coups de marteau et tout ça. Je dirais un point, par contre, c'est que tout ça, c'est à faire plutôt entre les épisodes de migraine. Donc, bien sûr, c'est pas le temps, quand votre enfant est en migraine, de commencer à lui poser toutes ces questions-là et lui demander de dessiner. Donc, il ne sera pas vraiment coopératif. C'est quelque chose à faire plutôt à un autre moment. Ensuite, des fois, l'enfant ne le dira pas, mais ça va quand même paraître dans son non-verbal. Donc, un enfant qui a la migraine, habituellement, va se retirer, va arrêter de faire ce qu'il est en train de faire, va vouloir aller dormir, par exemple. Puis, des fois, on peut le voir dans le visage. Il peut devenir pâle. Des fois, il y a des signes dans les yeux qui deviennent un petit peu enflés, un peu plus petits. Puis, on peut bien sûr aussi regarder les autres signes. Donc, s'il y a des nausées, vomissements, sensibilité à la lumière, au son, c'est toutes des choses qui peuvent nous dire que la migraine a commencé. Ensuite, chez l'adolescent, là, c'est plus similaire à l'adulte. Ce qu'on retrouve comme symptômes, c'est plutôt dans la gestion, en fait, il va y avoir des différences. Et puis, on regarde plutôt, dans le fond, les caractéristiques d'un adolescent en général. Donc, je dirais que je vous avoue que
cette diapositive-là peut-être est empreinte de préjugés envers les adolescents, envers cette période-là de la vie. Mais disons, si on se rappelle à l'adolescence, souvent on a plus d'irritabilité en général, mais donc dans les épisodes de migraine, il peut y avoir ça qui ressort plus aussi. Donc, se chicaner plus facilement, ne pas avoir envie d'avoir l'aide des parents là, durant une migraine. Il y a le début des facteurs hormonaux qui commencent aussi en lien avec les menstruations là, à l'adolescence. Donc, il y a d'autres symptômes des fois qui peuvent être présents en même temps, les douleurs menstruelles, par exemple, qui peuvent un peu venir compliquer les choses. Puis, en général, des fois, les adolescents ont moins d'autocritique sur leurs habitudes de vie, je pense qu'on peut dire. Donc, la gestion de cet aspect-là est peut-être un petit peu plus difficile. Et ils ont tendance à ne pas reconnaître des fois qu'ils sont stressés, qu'ils vivent de l'anxiété ou qu'ils s'en demandent trop. Donc, ça peut contribuer aux maux de tête. Mais en même temps, ils ont besoin d'autonomie. Alors, il faut quand même essayer à cette période-là, malgré qu'on voit beaucoup de choses qu'ils pourraient faire pour améliorer leur maux de tête, par exemple, essayer que les stratégies viennent d'eux. Comme disons, en général, on peut penser à n'importe quoi qu'on fait avec les adolescents, il faut que ça vienne un peu plus d'eux pour que ça fonctionne à cet âge-là. Donc, c'est juste comme une petite idée générale sur comment on gère ça. Ensuite, comment on fait le diagnostic de la migraine? Là, j'avais un autre vrai ou faux pour vous. Parfait. Donc, le vrai ou faux, c'est vrai ou faux, le diagnostic de la migraine peut se faire avec une imagerie cérébrale. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que quelqu'un a la migraine avec une imagerie cérébrale d'après vous? Parfait. Donc, OK, fait que comme tout à l'heure, 19,81 %, fait que donc il y a certaines personnes qui ont dit vrai. Donc, en fait, je vous dirais en général, c'est plutôt faux, dans le sens où il n'y a pas de test qui nous permet de dire que quelqu'un a la migraine. Les tests, des fois, on va les faire pour éliminer d'autres conditions. Mais dire que quelqu'un a la migraine, c'est vraiment avec un rendez-vous médical. Donc, c'est là, moi, aujourd'hui, je vous parle de la migraine, mais je ne voudrais pas que vous preniez ça et vous restiez à la maison à gérer le tout. Là, ça prend un rendez-vous médical où votre enfant va décrire ses symptômes. Idéalement, ça vient de lui. Ça, c'est plus parlant pour nous que le parent qui décrit les symptômes, mais bien sûr, des fois, il va avoir besoin d'aide. Puis, un examen physique, un examen neurologique complet. Et les tests sont vraiment aux besoins seulement, donc différents tests là, selon la situation. Et en fait, ça, c'est parce que la migraine, c'est la maladie. Donc, il n'y a pas d'autre chose à rechercher. Tu sais, ça arrive quand même souvent que je vais voir un enfant diagnostiquer la migraine et à la fin, le parent me demande est-ce qu'on devrait faire des tests pour vérifier pourquoi il a la migraine? Mais c'est ça, c'est juste de comprendre qu'il n'y a pas de raison sous-jacente à aller chercher. C'est vraiment la maladie, de la même façon que les gens qui ont du diabète, leur maladie, c'est le diabète, ce n'est pas autre chose qui cause ça. Voilà. Ensuite, comment on explique la migraine? Alors, donc, il faut la comprendre un peu soi-même avant de l'expliquer à un enfant et adolescent. Et je vous dirais que c'est très complexe, là. C'est encore beaucoup en recherche, puis il y a des fois des notions qui étaient présentes il y a certaines années qu'on a, je vous dirais, remis en question dans les derniers temps. Donc, il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Alors, j'ai choisi de vous expliquer ça très simplement ce matin, là, juste les grandes idées générales. Mais la migraine, donc, c'est une maladie neurologique qui est à départ du cerveau. Et puis, on sait que le cerveau des gens qui ont la migraine est plus sensible aux stimulations. Donc, n'importe quelle stimulation externe qui, des fois, en général, ne va pas être ressentie comme douloureuse ou comme un problème, là. Donc, les lumières fortes, les sons, des changements de température, différents facteurs sur l'humeur, de la déshydratation, bon, vous les voyez ici, différentes choses comme ça. Pour un cerveau qui a la migraine, ça peut en fait déclencher des changements au niveau de l'électricité du cerveau, puis créer une sorte de vague d'électricité qui se propage là, à l'enveloppe du cerveau et qui va aller stimuler les terminaisons des nerfs. Donc, on a des nerfs qui entourent le cerveau et puis leurs terminaisons sont stimulées par ces vagues-là au niveau de l'électricité. Et il y a une inflammation qui se crée à cet endroit-là et les nerfs envoient des signaux de douleur au cerveau. Puis, en parallèle, il y a aussi une dilatation des vaisseaux sanguins. Donc, on a des vaisseaux sanguins, des artères là, dans le cerveau qui apportent le sang du cœur au cerveau.
Puis, pendant la migraine, ces vaisseaux-là deviennent plus gros. Donc, disons, le mix des vaisseaux plus gros et les terminaisons nerveuses qui sont plus sensibles fait qu'on va ressentir les pulsations des artères. Et puis ça, il semble que ça soit ça qui explique le côté pulsatile de la douleur migraineuse. Donc, on disait tout à l'heure, des fois, on sent le cœur battre dans la tête. Bien, c'est quand même un peu ça qu'on sent, effectivement, on dirait. Donc, la migraine, on peut la diviser en 4 phases. Ça ici, c'est une image là, de Migraine Québec. Donc, il y a le prodrome, l'aura, la céphalée et le postdrome. Ça, c'est comme l'ordre dans lequel les choses arrivent. Le prodrome et le postdrome, c'est ce qui arrive avant et après un épisode de migraine. Donc, en fait, c'est qu'avant de ressentir la douleur, on peut avoir des symptômes qui nous disent que ça arrive. Si on est très observateur, on peut remarquer qu'il y a certains symptômes qui reviennent souvent, comme une fatigue un peu anormale, des bâillements excessifs, beaucoup de soif ou de la fringale pour des aliments. Donc, il y a des gens qui vont avoir une rage de sucre, par exemple, avant la migraine, avoir envie de manger beaucoup de chocolat, des choses comme ça. Et puis le postdrome, ben c'est l'idée qu'après un mal de tête, ben on revient pas tout de suite à la normale, là, top shape. Il y a une fatigue, il y a de l'épuisement. Et il y a une certaine proportion des gens qui, juste avant le mal de tête, vont avoir une aura. À peu près 30% des gens ont ça. Donc, l'aura, le plus souvent, c'est visuel. C'est en lien avec l'électricité au niveau du cerveau. La vague d'électricité, là, si elle est dans la région de la vision, par exemple, peut donner des symptômes visuels. Donc, ça peut être de perdre la vision d'un côté du champ visuel, par exemple, ou de voir des flashs lumineux, des couleurs, des choses qui ne sont pas présentes. Ça reste habituellement pendant au moins 5 minutes à 1 heure. OK, c'est pas juste des petits points qui durent seulement quelques secondes et qui s'en vont si on cligne des yeux, par exemple. Puis, ça peut être important de faire la distinction parce que les jeunes filles qui ont des auras migraineuses ont une contre-indication un peu là, aux contraceptifs oraux qui ont de l'estrogène. Donc, ça, c'est les contraceptifs oraux standards qu'on donne. L'idée, c'est que les contraceptifs oraux, ça augmente un petit peu le risque de faire des AVC, mais en général, les jeunes filles, leur risque est déjà tellement faible que c'est pas un problème. Par contre, les gens qui ont des migraines avec aura, on pense aussi qu'ils ont un risque d'AVC un peu plus élevé. Encore là, vraiment minime, mais les 2 facteurs de risque mis ensemble, habituellement, donc ça va faire qu'on essaie d'éviter ce risque-là. Donc, chez les jeunes filles, on va souvent essayer de vérifier si ça c'est présent. Voilà. Docteur Bernier, je vous interromps parce qu'il y avait quelqu'un qui avait une question dans ce sens-là tout à l'heure. Puis comme vous parlez de l'aura, je vais en profiter. Donc, oui. La personne demandait, est-ce que ça arrive qu'il y ait des auras sans mal de tête, mais est-ce que c'est quand même une migraine dans ce temps-là? Oui, tout à fait. Bonne question. Oui, ça arrive qu'il y ait l'aura sans mal de tête. On classifie quand même ça dans les migraines. Effectivement. Souvent, donc le plus souvent, c'est des gens qui ont quand même des migraines classiques, là, donc le mal de tête et des fois le mal de tête et l'aura, mais aussi parfois seulement l'aura. Mais il existe des gens qui n'ont vraiment que l'aura aussi. C'est plus rare, mais c'est quand même le même phénomène. Et souvent, les gens dans leur famille ont des migraines, par exemple. Donc, oui, bonne question. Parfait. Alors, on retourne. Maintenant, donc, on a dit un petit peu ce qu'est une migraine. Ça a un lien avec l'électricité du cerveau. Et par contre, pourquoi ça arrive à certaines personnes et pas à d'autres? Ça aussi, c'est complexe. Il n'y a pas de réponse là, absolue, mais on sait que ça a un lien avec une susceptibilité génétique. Donc, il y a des familles de gens qui ont beaucoup la migraine. C'est pas le beau comme l'arbre généalogique que je vous mets là. C'est pas hérité de façon aussi claire. Mais clairement, donc il y a une susceptibilité. On peut être la seule personne dans une famille à avoir des migraines par contre, mais habituellement, ces gens-là, quand on regarde un peu dans les études, on voit que ça semble quand même venir de leur bagage génétique, de leur ADN. C'est juste que c'est un nouveau problème là, chez eux. En général, il y a à peu près 50% de chances qu'un enfant ait des migraines si un de ses parents a la migraine et 75% de chances si les 2 parents ont la migraine. Donc, c'est ça aussi qui nous fait dire les facteurs génétiques. Et plus rarement, des fois, il peut y avoir des facteurs externes, comme une commotion cérébrale peut donner des maux de tête fréquents qui, des fois, peuvent avoir les caractéristiques d'une migraine. En général, c'est
peut-être des gens qui auraient eu des migraines de toute façon, chez qui ça va se présenter de cette façon-là, plutôt que des gens qui vraiment n'auraient aucun facteur de risque. Ensuite, comment on aide quelqu'un durant une crise de migraine? Donc, c'est ça, il y a ce qu'on fait durant une crise et il y a ce qu'on fait entre les crises pour prévenir. Ça, c'est la prochaine section. Mais durant une crise, je vous dirais que l'important, c'est donc, premièrement, d'agir dès le début d'une migraine. On peut faire l'analogie un peu là, avec le feu, des fois, pour la migraine, dans le sens où quand on vient juste de partir un feu, de craquer une allumette, si on essaie de l'éteindre, c'est assez facile, versus si on est devant une maison en feu, vous comprenez que ça va prendre plus de ressources. Donc ça fonctionne comme ça, la migraine, là, les médicaments qu'on peut faire et les mesures non médicamenteuses vont mieux aider au début. C'est important aussi, surtout pour un enfant, d'essayer d'être rassurant. Donc, les enfants vont sentir si vous devenez anxieux de leur mal de tête, si vous-même ça vous affecte. Et bien sûr, on ne peut pas contrôler ça là, complètement, mais il faut juste essayer d'en être conscient puis de limiter ça le plus possible parce que sinon, on embarque un peu dans un cercle vicieux où l'enfant devient anxieux encore plus aussi, puis ça amplifie le mal de tête. Donc, il faut essayer de garder un environnement calme, juste éliminer les stimulations, là, éliminer les lumières, les bruits, donc aller dans une salle calme. S'hydrater, c'est important durant un épisode de migraine aussi. Donc, par exemple, les gens, des fois, qui vont consulter à l'urgence pour une migraine qui ne passe pas là, après plusieurs jours, un des premiers traitements, c'est qu'on va faire une hydratation par un soluté intraveineux. Donc, ça, vous pouvez prévenir là, à la maison avant, amener l'enfant à s'hydrater s'il n'a pas trop de nausées. Puis sinon, il y a des médicaments qu'on peut donner aussi en migraine. Donc ça va être peut-être pour les gens qui ont eux-mêmes des migraines, là, ceux qui connaissent la catégorie des triptans. Donc, vrai ou faux, est-ce qu'ils sont contre-indiqués chez les enfants de moins de 12 ans? La majorité dit vrai. Intéressant. OK. Donc, en fait, les médicaments, donc, on va revenir là, au triptan plus spécifiquement, mais donc, les médicaments qu'on prend durant une migraine, on peut les appeler les casse-migraines, là, des antidouleurs. Donc, chez la plupart des enfants, on peut utiliser les médicaments plus réguliers qu'on a tendance à donner pour d'autres douleurs, là, donc l'ibuprofène, l'acétaminophène. Ça, c'est les médicaments en vente libre à la pharmacie. Les seules contre-indications, ce serait un enfant qui a vraiment un problème de santé, où un médecin vous aurait dit que c'est pas possible. Normalement, vous allez le savoir là, si votre enfant a une contre-indication, bien sûr, s'il y a une allergie, tout ça. Et il y a des doses aussi à respecter. Le pharmacien peut aider avec ça. Habituellement, c'est bien d'aller déjà à la dose maximale dès le début de la migraine parce que c'est encore l'analogie avec le feu. Là. Si vous essayez d'y aller plus par étapes, des fois, vous faites juste étirer un peu les choses. Donc, ça ne vaut pas la peine de donner la moitié de la dose, par exemple, pour vérifier si elle va vraiment être nécessaire. Là. C'est mieux d'y aller au complet. Puis, dans les médicaments sous prescription, donc il y a les triptans, c'est une catégorie de médicaments faits là, pour la migraine. On va les utiliser si les premiers que j'ai nommés ne sont pas assez efficaces. Et c'est ça, il y a cette notion-là parfois, même chez certains médecins que les triptans sont contre-indiqués avant 12 ans, qu'on ne peut pas les donner. Mais ce n'est pas vraiment... tout à fait. C'est pas exact là, comme notion. Dans le fond, l'idée, c'est juste que Santé Canada approuve certains médicaments après l'âge de 12 ans, certains triptans après l'âge de 12 ans, mais il n'y a rien qui empêche de les donner avant. Et ce n'est pas parce qu'ils sont dangereux avant ou quoi que ce soit, c'est juste une question de manque d'études pour l'efficacité. Mais cette interprétation-là des études est différente d'un pays à l'autre. Par exemple, aux États-Unis, beaucoup de triptans sont approuvés dès l'âge de 6 ans. Donc, et ça, c'est parce qu'il y a des études qui ont montré l'efficacité et la sécurité. En fait, les enfants réagissent très bien. Ils n'ont habituellement pas de maladies qui feraient que les triptans sont contre-indiqués. Donc, les maladies avec lesquelles on est un petit peu plus prudente pour les triptans, ça va être de l'hypertension artérielle, des maladies cardiaques, des choses comme ça. Mais ça, les jeunes enfants, habituellement, n'en ont pas. C'est plus un problème chez les adultes, en fait.
Donc, on peut tout à fait les utiliser, mais c'est bien sûr à discuter avec votre médecin et à individualiser à chaque enfant. Docteur Bernier, est-ce que je peux vous poser une question? Donc, est-ce que pour casser la crise, si l'enfant a des nausées, est-ce qu'on peut lui donner comme du Gravol aussi, en plus de l'ibuprofène? Oui. En fait, c'est la prochaine. Ah, je m'excuse! Puis, il y a quelqu'un Oui, demandait si le naproxène pouvait être utilisé chez les enfants tout aussi. à fait. Tout à fait. J'ai pas, donc, je détaille pas nécessairement tous les médicaments parce que le but aujourd'hui, c'est pas de remplacer un rendez-vous chez votre médecin. Puis ça, donc, chaque enfant a ses particularités. Des fois, un médicament va être préférable que l'autre. Mais oui, le naproxène aussi, c'est un anti-inflammatoire un peu dans la même famille que l'ibuprofène, mais un petit peu plus puissant, disons. Donc, il peut tout à fait être utilisé aussi. Et tous ces médicaments-là peuvent être combinés ensemble. Ça peut être une bonne stratégie parfois là, d'y aller très fort au début avec plusieurs catégories de médicaments qui agissent sur différents mécanismes de la migraine. Et donc, à discuter avec le médecin. Puis en général, pour éviter, juste un petit point, là, c'est qu'il faut quand même limiter la prise de ces médicaments-là aussi. Donc, on dit d'agir dès le début, mais je dirais dès le début d'un mal de tête sévère, quand ça semble plus être une céphalée de tension, par exemple, ou que l'enfant n'a pas vraiment l'air dérangé. Surtout si ça arrive souvent, il faut peut-être essayer de limiter parce qu'on veut éviter ce qu'on appelle la céphalée médicamenteuse. Ça, c'est un mal de tête qui, à la longue, arrive en raison des médicaments qu'on prend trop souvent. Donc, en fait, l'idée, c'est que normalement, notre cerveau a son propre système pour calmer la douleur qui est déclenchée habituellement quand il y a de la douleur. Donc, le cerveau a un système pour diminuer ça. Mais si on est toujours en train d'apporter quelque chose d'externe pour diminuer la douleur, ce système-là devient moins efficace et le cerveau devient en fait hypersensible et il peut y avoir donc plus de maux de tête. Donc, habituellement, ce qu'on va dire, c'est moins de 15 jours par mois pour les casses migraines en ventre libre, là, comme l'ibuprofène, l'acétaminophène, et moins de 10 jours par mois pour les triptans qui sont avisés. Ce n'est pas des doses, là, c'est vraiment des jours. Donc, le nombre de doses dans une journée, c'est un petit peu moins important là, pour la céphalie médicamenteuse spécifiquement. Puis c'est ça, pour les nausées, vomissements, effectivement, on peut donner du Gravol. Donc là, j'ai pas mis les noms commerciaux des médicaments, mais le diménhydrinate, c'est le Gravol. Puis si on les dit, l'ibuprofène, c'est l'Advil, acétaminophène, c'est le Tylenol, juste pour vous le dire comme ça. Mais donc, effectivement, il ne faut pas négliger la nausée et les vomissements parce que des fois, les premiers médicaments qu'on a donnés là, pour la douleur, des fois, ils vont être efficaces pour la nausée, mais souvent non, là, si c'est très important, donc on a besoin de donner autre chose. Puis un autre point aussi, c'est qu'on peut essayer de favoriser des médicaments qui n'ont pas besoin d'être avalés. Donc, des suppositoires, par exemple, ça existe pour l'acétaminophène et le diménhydrinate. Et des comprimés qui fondent sous la langue ou qui sont en spray nasal ou qu'on injecte de façon sous-cutanée, là, ça peut se donner pour les triptans. Puis l'avantage, c'est que même si l'enfant vomit, mais au moins il ne vomit pas son médicament, donc le médicament demeure efficace. Voilà. Puis là, une autre question, ça peut être quand est-ce qu'on donne, c'est quoi le meilleur moment en fait pour donner les casses migraines? Donc, si on se rapporte en fait aux phases là, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, donc c'est quoi le meilleur moment pour prendre un médicament casse migraine? Est-ce que ce serait comme après 1 heure, si on attend que ça passe, puis après 1 heure, si ça passe pas, on en donne, dès le début du mal de tête, ou sinon, si on revient aux phases de tantôt, là, dès le début de l'aura ou le début du prodrome? Donc, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Ça peut être un peu sujet à discussion des fois, ça peut varier d'une personne à l'autre, mais parfait. Donc, les gens, la majorité dit au début du mal de tête, parfait. Quelques-uns au début de l'aura, très bien. Puis le reste, c'est distribué. OK, bien, intéressant. Donc, en fait, pardon. Donc, ça, c'est nos 4 phases dont on parlait tout à l'heure. En général, effectivement, on dit que c'est mieux au début du mal de tête, là, donc la céphalée. Céphalée, ça veut juste dire mal de tête. Parce que, donc oui, on veut agir tôt, mais c'est possible que ce soit trop tôt aussi et que ce ne soit pas efficace. Donc, encore là, si on revient à l'analogie de l'allumette tantôt, si on agit même avant que l'allumette là, ait été craquée, ben, on dirait que ça ne fonctionne pas, en fait, en migraine. L'idée, c'est que donc, le médicament, s'il est donné, par exemple, pendant l'aura, le plus souvent, il est moins efficace. C'est ça que les études montrent et la migraine arrive quand même.
Puis c'est comme s'il n'y a peut-être rien sur lequel s'accrocher. Les mécanismes sur lesquels les médicaments agissent peut-être ne sont pas encore vraiment présents au début de l'aura. Donc, il faut attendre vraiment que le mal de tête soit présent. Puis, ce n'est pas utile non plus de le prendre dans le prodrome, parce que des fois, de toute manière, des fois, ça ne va pas évoluer en migraine après. On peut être fatigué ou avoir soif pour d'autres raisons aussi, et ce n'est pas non plus efficace pour vraiment prévenir les migraines. Quand on regarde sur une population, c'est sûr qu'il y a des gens, peut-être que c'est un petit peu différent d'une personne à l'autre, mais règle générale, c'est comme ça. Puis là, on peut se demander à l'école, qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'école, c'est une partie importante de la vie des enfants, c'est leur travail, disons, c'est là où ils passent la majorité de leur journée. Puis, il y a plusieurs déclencheurs de migraines à l'école. Il y a du stress, des efforts de concentration, des néons, beaucoup de bruit, des écrans. Donc, on peut avoir plus de migraines à l'école, puis ça c'est une cause importante d'absentéisme scolaire. Là. Quand on regarde, il y a des gens qui ont comparé différentes conditions médicales pour vérifier les jours d'absentéisme scolaire en lien avec ça. Puis la migraine, c'est similaire à l'arthrite rhumatoïde et au cancer chez les enfants en termes de nombre de jours d'école manqués. Okay? Donc, ce n'est pas à négliger. Et ça peut donc affecter la performance scolaire, bien sûr, si on manque beaucoup de jours d'école, mais aussi si on reste à l'école pendant une migraine, on va avoir plus de difficultés à se concentrer. Donc, c'est bien d'avoir un plan pour prendre en charge les migraines à l'école. Le but, c'est de limiter les impacts que ça a. Ça va souvent prendre une prescription médicale pour mettre en place le plan, surtout à l'école primaire. Donc, ça peut être à discuter avec le médecin de votre enfant. Le principal, c'est pour le médicament, je vous dirais. Donc, des fois, c'est intéressant que le patient puisse prendre, l'enfant puisse prendre son médicament à l'école. Par contre, l'école primaire ne va pas vouloir lui donner de l'Advil sans que ça ait été prescrit. Elle ne va pas vouloir que l'enfant le traîne sur lui et se le donne lui-même non plus. Donc, ça a besoin d'être prescrit par le médecin, même si c'est en vente libre. Puis, le médecin, des fois, ça peut être utile aussi, tout dépendant un peu la collaboration avec l'école, mais de faire une lettre qui va préciser quoi faire quand on a la migraine en plus du médicament. Donc, essayer d'amener l'enfant à aller se reposer. Éviter qu'il soit pénalisé s'il a besoin de manquer l'école tout de même, puis peut-être mettre en charge certaines mesures de prévention, comme par exemple s'assurer que l'enfant a toujours une bouteille d'eau qu'il peut boire là, pendant les classes. Habituellement, c'est de moins en moins un problème, mais des fois, on va avoir à faire une lettre pour que l'enfant l'ait vraiment là, avec lui dans la classe. Ça peut être bien de prévoir une rencontre avec l'enseignant pour expliquer ces mesures-là. Ça peut être à l'occasion d'une rencontre déjà prévue. Habituellement, on les rencontre, les enseignants, de temps en temps. Puis, d'aviser l'enfant du plan à l'école, je pense que c'est primordial aussi. Il faut que lui aussi soit vraiment au courant de ce qui va se passer s'il dit qu'il y a une migraine en son enseignant, parce que beaucoup d'enfants vont craindre de le dire, vont avoir peur de ne pas être crus ou de déranger. Et ils vont attendre à la fin de la journée, là, quand ils reviennent à la maison, pour dire qu'ils ont mal à la tête. Puis là, les médicaments ne vont pas bien fonctionner. Et maintenant, on en arrive déjà à la dernière section, donc la prévention en migraine. La prévention, c'est un aspect important à ne pas négliger parce que si on arrive donc, quand je parle de prévention, c'est d'essayer de diminuer le nombre de migraines qu'on a. Et donc, si on diminue le nombre d'épisodes, on ne fait pas juste diminuer l'épisode de mal de tête, on diminue aussi les effets avant et après, donc le prodrome et le postdrome, parce qu'on élimine l'épisode juste au complet. Donc, c'est sûr que ça, c'est intéressant parce que ces périodes-là ont aussi des impacts. On limite la prise de casse-migraine aussi, si on arrive à réduire le nombre de migraines. Puis, en gros, donc, ça améliore la qualité de vie. La prévention, donc ça passe beaucoup en fait par les habitudes de vie en général, je vous dirais. Puis il n'y a pas d'habitude de vie qui est très spécifique à la migraine, là. C'est juste d'avoir des bonnes habitudes de vie, une routine, donc une certaine régularité dans les habitudes. Donc si on les passe une par une, là, on ne va pas en détail, mais au niveau du sommeil, les jeunes enfants à l'école primaire, habituellement, on va recommander qu'ils dorment à peu près 9 à 12 heures par nuit. Puis à l'école secondaire, plutôt 8 à 10, mais il faut garder en tête qu'ils ont un cycle de sommeil qui est un peu décalé, là. Naturellement, ils vont avoir tendance à vouloir se coucher plus tard, se lever plus tard.
Il y a certaines écoles qui permettent ça, c'est-à-dire que les cours commencent plus tard, donc ça peut être intéressant. Mais sinon, il faut essayer d'avoir des stratégies en soirée pour favoriser l'endormissement malgré tout. Puis ça, c'est quelque chose que vous pouvez discuter avec le médecin de l'enfant. Sinon, au niveau de l'alimentation, le principal, c'est d'essayer de ne pas sauter de repas. Le cerveau a besoin d'énergie dans la journée. Donc, si on passe des longues périodes sans manger, ça a tendance à donner des migraines. Et pour les enfants qui, des fois, ne déjeunent pas, je pense que ce qui est surtout important, c'est de s'assurer qu'ils ont une source d'énergie dans l'avant-midi. Donc, ça n'a pas absolument besoin d'être le déjeuner, là, si c'est une bataille toujours, mais d'amener un plan autre, sinon à l'enfant, où il a sa collation à l'école, s'assurer qu'il y a accès. Ça peut quand même aider. Puis, il y a des gens qui vont avoir besoin de, plutôt que de manger 3 repas par jour, de manger des plus petites portions, mais assez régulièrement dans la journée. Ça peut aider aussi certaines personnes avec la migraine. Ensuite, au niveau de l'hydratation, on a parlé d'apporter la bouteille d'eau à l'école tout à l'heure. Les quantités d'hydratation, c'est un peu variable, là. Vous allez voir différentes sources. Donc, des fois, on parle de 2 litres d'eau par jour en général chez tout le monde. Des fois, on dit aussi, ah ben ça, c'est peut-être un peu trop. Faut y aller selon les besoins. Donc, ça varie. Une règle générale, si vous n'avez pas idée là, de comment votre enfant devrait voir un peu, c'est de se dire à peu près 1 tasse d'eau par année d'âge. Donc, à 1 an, 1 tasse d'eau, à 4 ans, 4, puis là, jusqu'à 8 ans, où là, 8 tasses, ça équivaut à peu près à 2 litres d'eau par jour. Donc là, on ne continue pas d'augmenter après. Parce que c'est aussi possible de boire trop d'eau, là, mais je vous dirais que c'est rarement un problème chez les enfants. Donc, il faut juste comme les encourager à en boire régulièrement dans la journée, puis au moins terminer leur bouteille d'eau qu'ils apportent avec eux à l'école. Des fois, c'est déjà un bon objectif. Ensuite, au niveau de l'activité physique, encore là, ça, c'est des recommandations pour tous les enfants en général. Mais ce que les sociétés canadiennes et américaines de pédiatrie recommandent, c'est au moins 60 minutes d'activité physique par jour. Pas nécessairement d'activité vigoureuse, là, mais il faudrait qu'à peu près 3 fois par semaine, ce soit d'intensité plus forte, oui. Donc, ça inclut les jeux à l'école, l'éducation physique, les déplacements pour se rendre à l'école et tout ça. Donc, souvent, pour des jeunes enfants, ce n'est pas vraiment un problème là, qu'ils soient actifs. C'est un petit peu plus dans leur nature. Puis, à l'école, en général, ils ont beaucoup d'activités qui les rendent actifs. Puis, c'est peut-être plus à l'adolescence que chez certaines personnes, là, cette habitude-là va se perdre. Donc, c'est intéressant d'essayer d'impliquer toute la famille là-dedans pour que, disons, ce soit un projet familial, là, d'être juste plus actif en général. Comme ça, l'enfant a plus de chances de maintenir cette habitude-là à long terme. Puis, une autre chose aussi importante en migraine, c'est la gestion du stress. Donc, une bonne chose, c'est que de plus en plus d'écoles apprennent aux enfants comment gérer le stress. Ils en parlent davantage de comment on le reconnaît, puis de certaines techniques de respiration, exercices de relaxation. Donc, souvent, les enfants, ils ont déjà un petit peu entendu parler de ça. Ce qui est important, c'est d'essayer de peut-être le faire à la maison aussi, le pratiquer à la maison, pour que les enfants sachent comment le faire quand ils se retrouvent tout seuls là, dans une situation comme ça. Puis, il y a certaines personnes qui vivent plus d'anxiété, qui vont bénéficier d'une psychothérapie aussi. Ça a été montré comme bénéfique là, en migraine. Aussi, donc, des fois, on a la notion de déclencheur en migraine, certaines choses qu'on doit rechercher parce que ça nous déclenche des migraines. Donc, la première étape, c'est de les identifier. Là, on peut faire un journal. On parle classiquement des déclencheurs alimentaires. Là. Donc, il y a certains aliments chez certaines personnes qui vont donner des migraines. Pour le savoir, il faut vraiment l'écrire, ce qu'on mange, et puis faire un essai de l'arrêter pendant un certain temps, par exemple, pour voir. Il y a juste une petite attention au fait que ça va être différent d'une personne à l'autre. Il n'existe pas de déclencheur vraiment universel pour tout le monde. Donc, l'expérience d'une personne ne sera pas nécessairement celle de votre enfant. Donc, il faut quand même faire la première étape là, qui est de vraiment l'identifier. Puis, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, il faut juste savoir avant de s'embarquer, avoir des espoirs réalistes. Là, ça ne va pas prévenir toutes les migraines parce que la migraine, c'est pas causé par ces épisodes-là. C'est juste que par ces déclencheurs-là, c'est juste un autre des facteurs auxquels le cerveau est sensible. Mais il y a plusieurs autres facteurs qui ne sont pas contrôlables.
Donc, ça ne va pas prévenir toutes les crises. Puis, il y a une certaine controverse au sujet des aliments, justement, de certains aliments en tout cas, parce qu'on a remarqué que, par exemple, pendant longtemps, on disait que le chocolat donnait des migraines. Mais de plus en plus, on réalise que c'est plutôt que les gens ont envie de manger du chocolat envers une migraine, certaines personnes, donc ça fait plutôt partie de leur prodrome. Et ce n'est pas le déclencheur, le processus a déjà commencé. Donc, ça ne sert à rien d'éviter le chocolat, par exemple. C'est juste un exemple comme ça, là, mais on remarque ça de plus en plus dans les dernières années. Puis, il existe des médicaments préventifs aussi. Donc, ça, habituellement, on va dire que c'est indiqué si on a plus qu'une migraine par semaine ou moins que ça, mais qu'elle est sévère et que les casse-migraines sont inefficaces. Les médicaments, on va considérer qu'ils fonctionnent si ça diminue nos migraines de la moitié. Puis, il faut être patient quand on commence ce genre de traitement parce que l'effet, on le voit à long terme. Ce n'est pas après 2 semaines, c'est plutôt après 3 mois. Donc, on ne fait pas de changement plus rapidement que ça habituellement. Les médicaments, plus spécifiquement, en fait, une chose qui est intéressante juste à mentionner, c'est qu'il y a une étude importante là, qui est parue dans le New England Journal of Medicine en 2017. Ça commence à dater, mais elle est toujours très importante, qui a montré en fait que le placebo, donc le placebo, c'est une pilule de sucre, disons, là, comme on dit, une pilule dans laquelle il n'y a pas de molécule active. En fait, chez les enfants, ça c'était une étude chez les enfants de 8 à 17 ans, ça a été montré que c'était aussi efficace que des médicaments plus classiques qu'on utilisait déjà chez les enfants, là, comme l'amitriptyline, le topiramate. Ça, c'est Elavil et Topamax pour les gens qui connaîtraient déjà ça. C'est pas que c'était pas efficace, ces médicaments-là, mais c'est que le placebo était aussi efficace parce que le placebo fonctionne bien chez les enfants. Il y a beaucoup d'études qui se font comme ça, à savoir pourquoi ça fonctionne aussi bien. Mais donc, pour cette raison-là, de plus en plus, on a tendance à prescrire en premier des médicaments, des options, disons, qui n'ont pas d'effet secondaire, comme des produits naturels. Les produits naturels sont aussi étudiés en migraine et ont des évidences là, d'efficacité. Ceux qu'on utilise le plus, c'est la vitamine B2, le magnésium, le coenzyme Q10. Mais il y en a d'autres, là, puis vous pouvez voir avec le médecin de l'enfance ce qui semble être le plus approprié. Et dans les médicaments classiques, on avait nommé l'amitriptyline, topiramate, propanolol. Donc, ils demeurent avec leur utilité parce que l'étude que je vous ai mentionnée n'avait pas divisé les enfants en migraines plus sévères, par exemple, versus plus légères, ou n'avait pas nécessairement vérifié si les enfants avaient essayé d'autres médicaments avant. Donc, on continue de les utiliser un peu plus pour les gens qui auraient déjà essayé d'autres options et que ça n'a pas été efficace, par exemple. Voilà, puis il existe d'autres stratégies aussi qu'on peut considérer. Donc, on a déjà parlé de la psychothérapie. Ça, en fait, il y a des études qui montrent que c'est aussi efficace que les médicaments préventifs dont je vous ai parlé, là, même chez quelqu'un qui n'aurait pas d'anxiété. Mais par contre, c'est l'accès qui est plus difficile, ça, habituellement. Donc, on connaît les listes d'attente là, au Québec. Puis, il y a certaines évidences pour faire de la physiothérapie, massothérapie, acupuncture, mais je vous dirais que ça, les évidences sont de moins bonne qualité, c'est-à-dire que quand on fait les études, c'est des études où il n'y a pas eu de placebo, par exemple, ou tout ça. Et personnellement, ce que je vois comme bénéfice, c'est que c'est souvent à plutôt court terme, c'est souvent à répéter dans le temps. Donc, je pense qu'il ne faut juste pas s'attendre à ce qu'on puisse faire quelques séances de physiothérapie seulement, par exemple, et qu'après ça, ce soit réglé. C'est quelque chose qu'on doit maintenir, c'est un peu à intégrer dans les habitudes de vie, peut-être. Voilà. Et puis, sinon, un petit mot en terminant sur le calendrier. Donc, c'est un bon outil d'essayer de tenir un calendrier ou un journal de ces migraines. Là, ça permet d'avoir une vue d'ensemble, d'identifier nos déclencheurs, d'identifier s'il y a un lien avec les menstruations chez les jeunes filles, par exemple, et de faire le suivi de la prise des casse-migraines. Donc, on peut noter à chaque fois qu'un médicament a été donné. Puis d'identifier s'il y a une amélioration aussi. Parce que quand je parle de faire un journal des migraines, dans le fond, c'est de noter à chaque fois qu'on a eu une migraine, un peu les jours où c'était, quelle intensité à peu près, puis si on a pris des médicaments. Et donc, ça peut être encourageant de voir que notre mois de mars, par exemple, était... je ne sais pas, avait X migraines, 20 migraines, et notre mois d'avril, maintenant qu'on a commencé des médicaments, qu'on a changé nos habitudes, est beaucoup mieux à 12 migraines, par exemple. Donc ça, c'est peut-être comme quelque chose qui nous le montre vraiment.
Et il y a divers moyens de le faire, là. Donc, il y a des agendas papier que vous pouvez remplir, il y a des tableaux qui s'impriment, il y a certaines cliniques qui ont leur propre tableau là, qui vont vous demander de remplir. Puis, il y a des applications aussi sur les téléphones. Donc là, c'est petit, là, mais c'est que je ne voulais pas nécessairement en présenter une en particulier. Je voulais juste vous montrer qu'il y en a vraiment plusieurs. Là. Si vous allez chercher juste dans votre moteur de recherche, vous tapez migraine, vous en trouvez plein. Le premier, en haut à gauche, le calendrier des migraines, ça a été fait... en collaboration avec la Migraine Canada et Dr Elisabeth Leroux, qui est spécialisée en migraine. Donc, il est très bien fait, on l'utilise beaucoup. Les autres sont bons aussi, là, donc vous prenez celui qui fonctionne pour vous. Et voilà, donc ça termine pas mal ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, vous pouvez des fois trouver plus d'informations sur Migraine Québec, Migraine Canada. C'est des sites fiables, là. Il y a beaucoup d'informations sur la migraine, mais à ces endroits-là, je vous dirais c'est vérifié habituellement. Puis, on voulait aussi juste vous mentionner un petit vidéo qui est sorti dernièrement et qui peut être intéressant pour les enfants. Donc, c'est une série de capsules TIDOC qui sont en fait plein de capsules qui expliquent des conditions médicales aux enfants. Vous retrouvez ça sur le site web du média TFO, là, qui est un média franco-ontarien. Et puis, en fait, ils en ont fait une capsule sur la migraine et elle est vraiment très bien faite. Elle explique un peu ce que c'est et quoi faire. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir. Je laisse aller Mélissa. Merci beaucoup, Dr Bernier. Donc, vous pouvez aller insérer vos questions dans la session QR. Il y a déjà des questions qui sont rentrées pendant la conférence. Je vais commencer par ces questions-là. Puis avant, je partageais un petit truc justement pour les calendriers en ligne. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une application pour mes migraines à moi, puis j'ai une autre application pour celle de mon fils. Comme ça, je peux avoir les deux fois, je les ai en ligne, mais comme il n'y en a pas une encore qui permet d'avoir deux usagers, ça me permet d'avoir chacun notre application, puis je peux suivre comme ça. Petit truc que je partage pour celles comme moi qui sont en ligne. Donc, je vais commencer par une question qui a été posée plus tôt dans la conférence. Donc, la question, c'était, est-ce que le jeune enfant de 2-3 ans a de la douleur durant le torticolis paroxystique bénin? Est-ce que les stratégies pour aider à prévenir sont aussi efficaces pour cet équivalent migraineux? Donc, il semble que oui, il y a une certaine douleur qui est associée chez la plupart des enfants. Où c'est exactement, je ne pourrais pas vous dire, où ils ressentent la douleur. C'est souvent des enfants un petit peu plus jeunes, ça, le torticolis paroxystique bénin, c'est plus comme dans la première année de vie, donc les premiers mois de vie là, qu'on va voir ça. Mais il y a un certain malaise. L'enfant devient plus irritable, pleure beaucoup. Donc, oui, il y a une évidence qu'il y a certaines douleurs. On va essayer parfois des stratégies comme on utilise en migraine, en fait, un peu les médicaments là, dont on a parlé. On peut les essayer, mais ça, il n'y a pas de... C'est pas assez fréquent. Il n'y a pas eu de bonne étude là, pour nous montrer si c'était vraiment bien efficace. Pour la douleur, on peut donner du Tylenol ou de l'Advil. Et souvent, ça aide quand même à soulager les symptômes. Merci. Est-ce qu'une aura migraineuse et une aura épileptique peuvent avoir des similitudes? C'est une bonne question. Ils peuvent avoir des similitudes au niveau des symptômes que la personne présente, oui. Par contre, ce n'est pas le même phénomène au niveau du cerveau. Ce n'est pas exactement la même chose qui se passe. Donc, l'aura d'épilepsie, c'est vraiment une crise d'épilepsie qui a commencé. La migraine, ce n'est pas une crise là, d'épilepsie, mais les symptômes visuels peuvent parfois se ressembler un peu, oui. Par contre, normalement, l'aura épileptique, on va faire la différence en fait plus avec les autres symptômes que la personne a. Donc, éventuellement, elle va avoir des crises d'épilepsie aussi associées ou pendant l'aura, il peut y avoir une certaine confusion, par exemple, où l'entourage va remarquer qu'il y a quelque chose de différent. Mais il arrive que, si on n'est pas certain, là, il arrive qu'on va faire des tests pour ça aussi, pour clarifier si ça pourrait être une aura épileptique. Mais c'est assez rare. Habituellement, on fait la différence assez bien. Merci. Lorsque la première aura survient chez un enfant qui a déjà un diagnostic de migraine, est-ce qu'il faut consulter? Je vous dirais, en général, après la première aura, oui, c'est bien de consulter. L'urgence à laquelle on va consulter dépend un peu des symptômes de l'aura, je vous dirais. Donc, si c'est plus des symptômes visuels dont je vous ai parlé, puis c'est rentré dans l'ordre rapidement après quelques minutes, après ça, l'enfant a eu une migraine comme il est habitué d'avoir et tout,
c'est plutôt d'en parler au médecin au prochain rendez-vous, par exemple. Il n'y a pas de nécessité d'aller consulter plus en urgence, mais il y a certaines auras, des fois un peu plus atypiques, où les enfants vont avoir une paralysie d'un côté, par exemple, ou avoir de la difficulté à parler. Puis là, bien sûr, on ne reste pas à la maison, là, on va à l'urgence avec ce genre de symptômes-là. Mais ça peut tout à fait être une aura de migraine aussi, ce genre de symptômes-là. Puis, tandis qu'on est dans l'aura, il y a une autre question. Est-ce que c'est possible que l'aura soit de très longue durée, pour ne pas dire perpétuelle, à différentes intensités? Est-ce que c'est possible que l'enfant voit des petits picots lumineux à tous les jours? C'est possible. Par contre, je dirais, donc il faut différencier justement, est-ce que c'est vraiment une aura, ce genre de symptômes-là, j'aurais tendance à dire, parce que les enfants, donc, des fois, ce qui va être difficile, c'est des fois, il y a une période de leur vie où ils deviennent plus conscients de phénomènes normaux. Quand on se concentre vraiment de notre côté, par exemple, à regarder un mur ou à regarder autour, en périphérie de notre champ de vision, c'est pas complètement clair. C'est pas comme quand on regarde sur une télévision, on voit des petits points, on voit des ombres et tout. Et il y a des enfants, des fois, qui vont, on dirait, rapporter ces choses-là comme anormales. Donc, il y a ça aussi, il y a une rassurance à faire, là, de clarifier si c'est pas juste des phénomènes normaux. Si c'est des flashs lumineux qui sont intermittents, qui n'ont pas nécessairement de lien dans le temps avec la migraine, j'aurais tendance à aller faire vérifier les yeux de l'enfant, aller voir l'optométriste, juste vérifier qu'il ne peut pas y avoir quelque chose aussi au niveau des yeux qui le fait voir les flashs lumineux fréquemment. Puis, l'aura migraineuse qui se prolonge, ça existe, mais ça ne devrait pas être continu là, habituellement. Donc, normalement, on dit 5 minutes à 1 heure. Il y a des gens qui vont avoir des auras qui durent plus longtemps, quelques jours, mais pas des semaines et des mois. Non, si c'est aussi long que ça, il va y avoir d'autres complications peut-être qui vont se développer. Donc, oui, c'est une question que justement, moi, je me posais. À quel moment on demande à consulter une neuropédiatre comme vous? À quel moment qu'on se dit, là, il faudrait quelqu'un plus spécialisé que le médecin de famille? Là? Oui. Bien, je vous dirais, il n'y a pas de règle absolue. Ça va dépendre beaucoup du médecin qui suit votre enfant, en fait, tout simplement. Parce que la raison de consulter un spécialiste, ça peut être de clarifier le diagnostic. Donc, si le médecin trouve que ce n'est pas tout à fait clair, par exemple, ou a des doutes sur d'autres conditions que la migraine, ça peut être une raison de consulter un spécialiste. Ou encore, ça peut être pour la gestion. S'il a essayé différentes options et qu'il en est à un niveau où il trouve qu'il aurait besoin d'aide, disons. Mais si le médecin connaît le diagnostic et est à l'aise avec les premières étapes, il n'y a pas de raison d'être suivi en spécialité pour cette raison-là. Fait que je vous dirais, disons, en général, une règle un peu qu'on va donner, c'est si un enfant a essayé quelques médicaments, au moins 2 médicaments de casse-migraine, par exemple, et que ça n'a pas fonctionné, ou au moins 2 stratégies de prévention des migraines et que ça n'a pas fonctionné. C'est un guide en général là, pour dire à peu près quand ça devrait arriver. Mais il n'y a pas de... C'est ça, fait que ça dépend vraiment. Puis des fois, ça peut être l'âge aussi. Juste un très jeune enfant, c'est sûr que, disons, en bas de l'âge de 5 ans, les médecins en première ligne vont avoir tendance à vouloir juste s'assurer que c'est vraiment le bon diagnostic parce que c'est un petit peu plus rare. Ça existe, mais c'est un peu plus rare. Et les jeunes enfants, souvent, sont moins capables de vraiment bien détailler leurs symptômes. Donc ça peut être une raison aussi. J'ai 2 questions en lien avec le lien avec la migraine ou pas. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre la migraine et le mal des transports? Et est-ce qu'il y a un lien entre la migraine et le TDAH, dans le fond, le déficit d'attention? OK. Ben oui, il y a un certain lien entre la migraine et le mal des transports, oui. On remarque en fait que les gens qui ont le mal des transports ont un peu plus de migraines. Disons, c'est comme une population similaire. Les gens qui ont le mal des transports en jeune âge, c'est assez fréquent qu'ils vont développer des migraines plus tard. Et les gens qui ont des migraines, quand on les questionne, souvent vont nous rapporter qu'ils ont un mal des transports ou qu'ils en ont eu quand ils étaient plus jeunes. Je vous dirais qu'on ne sait pas exactement pourquoi. C'est peut-être la notion du cerveau qui est plus sensible aux stimulations, là, donc aux changements visuels, aux changements de stimulation dans les oreilles internes, là, les centres de l'équilibre, quand on est dans ce genre de déplacement-là.
Puis avec le déficit d'attention, il n'y a pas de lien clairement établi, non. Donc, la migraine ne donne pas de déficit d'attention. Les enfants avec la migraine n'ont pas plus de déficit d'attention non plus, mais c'est sûr que durant un épisode de migraine, là, oui, la concentration peut être difficile. Mais c'est juste qu'entre les épisodes, ça n'a pas d'impact là, habituellement. Souvent, au contraire, les enfants qui ont la migraine ont tendance en général à être des enfants performants qui vont justement rattraper beaucoup les choses entre les épisodes de migraine, qui vont avoir une certaine facilité des fois. Okay. Puis, est-ce qu'un enfant qui fait des migraines, on peut s'attendre qu'il va en faire toute sa vie ou on peut espérer que ça disparaisse en vieillissant? Oui. Donc, effectivement, ça, je n'ai pas mentionné ça dans la présentation. Comme on parlait un peu de ce qui cause la migraine, on a parlé des causes, des facteurs génétiques qui étant en cause beaucoup dans la migraine. Donc, comme on considère que c'est une maladie un peu d'origine génétique, en général, ce qu'on va dire et ce qu'on voit, c'est que ça continue dans la vie, mais ça varie beaucoup dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de vie où c'est pire. L'adolescence est souvent quand même un moment où ça peut être un petit peu plus difficile. Et il y a des périodes de vie où ça s'améliore. Et ça ne veut pas dire, si ça commence jeune, que ça ne va que se détériorer et devenir sévère à l'âge adulte, là. Il y a quand même beaucoup d'adultes avec la migraine qui se rappellent en avoir eu plus là, à l'enfance aussi et qui en ont moins maintenant. Il y a certaines personnes chez qui on dirait que ça s'en va complètement, mais c'est un petit peu plus une minorité. C'est pas vraiment prédictible. Est-ce que ça va complètement s'en aller ou pas? Et donc, en général, c'est là pour rester. C'est pour ça que c'est bien de prendre en charge tôt et de mettre en place ses habitudes de vie pour bien gérer ça. Puis, est-ce que ça se peut qu'un enfant fasse la température pendant une crise de migraine? C'est possible. Un petit degré de température, ça ne devrait pas être 40 degrés là, de fièvre, mais si on prend vraiment la température, on peut trouver quelque chose autour de 38, 38,5 par exemple, oui. Il y a certains enfants qui vont avoir cette réaction-là. Ça fait un peu partie des symptômes, un peu comme je disais tout à l'heure, que des fois on peut le voir dans le visage de l'enfant, là, donc il devient pâle, des fois il a l'air un peu fiévreux, justement. OK. J'ai beaucoup de questions. Fait que si on va laisser les gens, s'il y en a qui veulent quitter, on comprend tout à fait. L'enregistrement va être disponible de toute façon dans quelques temps. Vous allez pouvoir voir la suite. Mais je vais profiter de la présence du Dr Bernier pour passer au travers des questions qu'on a. Parce que c'est super intéressant. Puis c'est rare qu'on ait la chance comme parents de parler à un neuropédiatre. Puis on est toujours plus inquiet quand c'est notre enfant. C'est normal. Il y a une question, c'est qui disait que sa fille, elle avait des vomissements de temps en temps, sans explication, sans maux de tête dans le passé, puis maintenant, elle a plus de maux de tête. Donc, dans le fond, est-ce que c'était des vomissements cycliques qui étaient liés à la migraine, mais qui se manifestaient par vomissement quand elle était plus petite? C'est possible. Il faudrait voir un peu c'était quoi exactement. Les vomissements cycliques, souvent, ça va être des épisodes de vomissements qui sont très fréquents. Fait que, par exemple, 6 vomissements par heure pendant 3 heures et ça revient dans une certaine régularité. Ça revient à chaque 2 semaines, par exemple, à chaque mois. Il y a cette notion-là vraiment d'un cycle avec les vomissements cycliques, habituellement. Okay. Mais donc, c'est tout à fait possible. OK. Puis, est-ce que dans la médication préventive, est-ce que vous le faites pour les enfants ou est-ce que c'est logique un médicament qui agit sur l'irritation nerveuse chez les enfants qui ont surtout une sensibilité sensorielle comme ou quelque chose comme le propranolol chez un enfant dont la migraine est très pulsatile? OK. C'est un peu plus précis là, comme question. Là. Le propranolol, on l'utilise, oui. Ça fait partie des médicaments préventifs en migraine. Je vous dirais que ce n'est pas spécifiquement en lien avec l'élément pulsatile, parce que ça, c'est pas mal rapporté chez tous les gens qui ont la migraine. Donc, c'est intéressant comme hypothèse. Je n'ai pas vu spécifiquement d'études qui adressent l'effet sur la pulsatilité spécifique du propranolol, mais oui, c'est utilisé comme préventif de migraine. Puis, des médicaments qui agissent sur la nervosité, ça dépendrait un peu lesquels, mais... donc, si je parle en général, on utilise des antidépresseurs parfois comme traitement préventif de la migraine. Donc, il y a l'amitriptyline qui est le plus utilisé. Certains autres antidépresseurs vont l'être parfois aussi. Eux sont moins étudiés en pédiatrie.
Mais il semble que ce n'est pas vraiment tout à fait l'effet sur la nervosité, si je reprends les mots, là, qui aide la migraine. C'est vraiment un effet antidouleur, en fait, parce que ces médicaments-là agissent sur les neurotransmetteurs au niveau du cerveau qui ont un effet antidouleur, là, certain. Donc, à moins que vraiment un enfant ait un trouble anxieux, par exemple, là, c'est sûr qu'on va viser plus le traitement de l'anxiété. Et on va y aller à des doses de médicaments pour traiter l'anxiété. Mais sinon, en général, en migraine, c'est des doses plus petites qu'on va utiliser pour l'effet antidouleur. OK. Puis, est-ce qu'une impression de rêve ou une perturbation sonore comme des échos, ça fait aussi partie de l'aura migraineuse? Parce qu'on parle souvent des picots de lumière, mais est-ce que ça fait aussi partie de l'aura, ce genre de phénomène-là? Ça dépend, c'est possible. Il peut y avoir c'est qu'il peut y avoir une certaine confusion. Des fois, dans la migraine, ça peut être tellement sévère que la personne devient un petit peu ralentie, par exemple, à cause de la douleur. Donc, s'il y a ça qui est possible. L'impression de rêve, il faudrait voir un peu ce que c'est. Il y a des auras, des fois, visuels où les gens vont voir des distorsions dans leur vision, en fait. Donc, ils vont voir des objets plus petits ou plus gros. On appelle ça le Alice in Wonderland, comme Alice au pays des merveilles. Okay? Donc, juste imaginer un peu Alice qui se promène un peu partout et qui voit des choses très grandes, plus petites, des choses comme déformées un peu. L'aura visuelle, des fois, peut faire ce genre de phénomène-là. OK. Donc, plus rarement, mais ça arrive. Est-ce que, justement, encore par rapport à l'aura, est-ce que les médicaments casse-migraine sont recommandés pour des enfants qui ne dépassent pas l'étape de l'aura vers la douleur migraineuse? Je pense que vous avez un peu répondu tantôt que c'était quand on attendait la migraine, mais si c'est toujours que des auras. C'est toujours que des auras. Habituellement, c'est pas vraiment efficace, les médicaments casse-migraine. Il y a certains médicaments qui peuvent fonctionner plus pour les auras spécifiquement. Mais c'est ça, c'est un autre sujet. Je voudrais ça, c'est moins étudié, c'est plus du cas par cas. Mais les casse-migraines, on peut les essayer, c'est pas contre-indiqué, là, et donc, il y a probablement certaines personnes que ça va aider, mais en majorité, c'est moins efficace. Puis, est-ce que les anti-CGRP sont utilisés ou vont peut-être l'être chez les enfants et les adolescents? Certainement que ça va venir, je pense. Il y a des études qui sont en cours. Donc là, il y a une étude qui a été approuvée au Canada pour un anti-CGRP qui va être étudié en migraine chronique en premier chez les adolescents. Donc la migraine chronique, c'est avoir des migraines des maux de tête plus que 15 jours par mois et que une certaine partie de ces maux de tête-là soient des migraines, là. Donc, il y a une étude qui va commencer. Il y a des centres qui ont été recrutés. Peut-être qu'on aura un centre au Québec, ce n'est pas encore certain. Là, on est en train de regarder ça, mais ça va commencer dans la prochaine année. Aux États-Unis, ils ont déjà commencé les recrutements. Donc, il n'y a pas de raison de penser que ce ne serait pas possible. L'idée, c'est juste qu'on sait que le placebo est très efficace en migraine chez les enfants et adolescents aussi. Donc, on fait une étude pour comparer ces médicaments-là contre le placebo encore et pour vérifier si c'est plus efficace que le placebo. Okay. Donc, ça devrait s'en venir. Pour l'instant, on ne les utilise pas l'idée, c'est on pourrait, il n'y aurait rien qui empêcherait de le faire. C'est plus que les compagnies d'assurance ne rembourseraient pas le médicament comme il n'a pas encore été étudié à cet âge-là. OK. Puis, est-ce que pieds et mains engourdis, ça fait aussi partie de l'aura? Ça peut en faire partie, oui. Donc, l'aura, ça peut être visuel, ça peut être sensitif au niveau du corps, puis ça peut être moteur aussi, dans le sens où ça peut être des mouvements qu'on a plus de difficultés à faire. Ça peut être toutes sortes de choses différentes. Je ne vais pas faire les détails aujourd'hui, mais... Oui, c'est ça. L'aura, finalement, c'est un peu tout et n'importe quoi. Il faut se retrouver là-dedans. Des symptômes d'origine neurologique, disons. OK. Arriver. Donc, ça peut arriver. Souvent, les engourdissements, ça dépend. Ça peut être du stress, peut faire des engourdissements aussi, par contre. Là. Donc, si, quand on a la migraine, on se met à respirer différemment, on respire plus vite, par exemple, c'est parce qu'on est stressé, bien, ça change notre milieu, ça change le niveau d'acide dans notre sang. Et ça peut faire des sensations d'engourdissement autour de la bouche ou au niveau des mains et des pieds. Donc, des fois, c'est plutôt ça dans la migraine aussi.
Puis, est-ce qu'il y a des migraines qui se produisent à des périodes de l'année plus spécifiquement ou ça va vraiment dépendre de l'individu? Je dirais que ça dépend de l'individu. En général, mes observations personnelles, disons, c'est sûr que mes patients, des fois, reviennent me voir un petit peu plus rapidement après le début de l'école, en général, parce qu'ils viennent de passer un moment en vacances, plus relax, et là, l'école recommence, et il y a beaucoup de choses. Il y a le stress de l'école, mais il y a aussi des habitudes de vie qu'on doit changer. Il faut se réhabituer à se coucher à une certaine heure, à être occupé dans la journée, tout ça. Donc, c'est sûr que ça, c'est une période où je revois mes patients un petit peu plus souvent. Habituellement, je prévois là, que je n'aurai pas une vacance, disons, à ce moment-là. Sinon, les changements d'heure, en général, peuvent être des moments où on en voit plus. Il y a des changements dans le sommeil, un peu, à ce moment-là. Puis, bon, tantôt, j'ai dit que les vacances scolaires, c'est un moment où on en a moins, mais il y a certains enfants que ça va être pire à cause de la chaleur. Okay. Donc, c'est ça, c'est quand même à individualiser à chaque personne. OK. Je vais terminer avec une question puis un commentaire. Donc, est-ce que vous avez des ressources fiables où je pourrais lire ou me renseigner à propos du syndrome épisodique associé à la migraine? Je ne sais pas si je comprends tout à fait la question, peut-être que vous la comprenez. Équivalent migraineux, je pense que la personne parlait, donc les vomissements cycliques, les torticolis paroxystiques bénins et tout ça. Malheureusement, c'est un peu limité, là, les ressources qu'on a. Peut-être qu'éventuellement, on essaiera de faire quelque chose, j'imagine. Mais pour l'instant, non, je vous dirais, je n'ai pas une ressource là, très fiable qui me vient en tête. Si on y pense, peut-être qu'on pourra vous les envoyer, j'imagine, par un lien là, après la conférence. Mais c'est ça. Donc, c'est à regarder plus avec le médecin de votre enfant si votre enfant a ça pour que lui ensuite vous guide peut-être vers une ressource plus spécifique. Puis en parlant de ressources fiables, bien, comme vous l'avez nommé au début, là, vous êtes en train de travailler avec Marie sur une trousse à outils, spécifiquement sur la migraine chez l'enfant. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on pourra vous envoyer, toutes les personnes qui étaient inscrites, on pourra, dès que ce sera disponible, vous envoyer un lien vers ça. Sinon, si vous voyez cette conférence-là après l'enregistrement, bien, sur le site Internet de Migraine Québec, vous allez la voir apparaître dès que ça va être disponible sur nos réseaux sociaux aussi également. Je vais lire un super beau commentaire qu'on a reçu. Je vais nommer son nom, Sophie, nous dit seulement pour dire un grand merci. Votre présentation m'a outillée pour mon ado et pour moi également. Je sais maintenant sur quoi mettre l'accent. Je me sens aussi plus confiante pour rencontrer le médecin. Votre présentation a démystifié beaucoup la migraine versus la céphalée. Il y a longtemps que je souffre moi-même et je n'ai pas consulté. J'ai plutôt banalisé la chose pour moi jusqu'à ce que mon ado fasse une migraine avec vomissement. Le suivi médical, pour lui, m'a amené à trouver Migraine Québec. Je suis une toute nouvelle membre. Maintenant, je prends au sérieux, même pour moi. Merci beaucoup. Donc, je pense que ce commentaire-là parle au nom de tous les parents ici aujourd'hui présents. Merci, Dr. Bernier, pour cette conférence super éclairante et rassurante aussi. En tant que maman d'un enfant migraineux, je trouve que c'est très rassurante. Pour moi, ça dédramatise un petit peu... il faut s'en occuper, mais il ne faut pas non plus capoter là, parce que notre enfant fait des migraines, ça fait partie de sa vie. Oui, tout à fait, effectivement. Fait que, merci à toi, Mélissa, merci à Migraine Québec aussi de m'avoir permis de faire ça aujourd'hui. Puis je suis très contente du commentaire qu'on a eu. Là. C'est l'effet qu'on veut, puis on est content de savoir que ça a eu un impact. Merci beaucoup. Alors, merci tout le monde. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à un prochain webinaire. Oh, pardon. Merci. Au revoir. OK, merci.